Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B, portrait aujourd'hui de l'un des chefs les plus reconnus de Suisse romande avec 5 restaurants sous sa gestion et 2 étoiles Michelin. Bonjour Philippe Chevrier. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission pour parler de l'impact du Covid-19 sur les restaurants d'un point de vue plus administratif. Et déjà Philippe, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Comment vous avez vécu l'année qui est passée 2020 ? Écoutez, assez difficilement, mais comme je dis, dans le mauvais, il y a toujours du bon à tirer. Donc on a pu évidemment profiter un petit peu plus de nos familles par rapport au temps libre qu'on a eu. Donc ça, c'est quand même le bon côté de l'interruption du travail, quoi, finalement. Vous avez pu ouvrir 6 mois sur 12 l'an passé, 120 collaborateurs au sein de vos différents restaurants. Une grosse pression, j'imagine ? Maintenant, de plus en plus, je dirais. La première fermeture, je dirais, on ne savait pas trop ce qui nous attendait, surtout à la réouverture. On s'est dit, bon, OK, on ferme, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va rouvrir ? Est-ce que les clients seront là ? Est-ce que les clients seront au rendez-vous ? Et puis, c'est vrai que tout de suite, la clientèle est revenue. On a fait un très bel été. On n'a évidemment pas pu finalement rattraper ces 2 mois, mais on a quand même bien travaillé. Et puis après, évidemment, la fermeture du mois de novembre a été très difficile, puisque, comme on le sait, dans la restauration, le mois de novembre et le mois de décembre sont 2 mois capitaux pour recommencer l'année, souvent, parce que janvier et février sont des mois relativement calmes. Surtout cette année où on n'a ni le salon de l'horlogerie, ni le salon de l'auto, qui sont quand même un apport de clients étrangers énorme. Vous avez 2 casquettes, là on sent l'entrepreneur qui parle, hein, le chef de PME, maintenant la casquette du chef cuisinier. Vous vous êtes ennuyé pendant cette période ? Écoutez, non, parce que j'ai beaucoup cuisiné finalement à la maison, pour la famille, pour les amis. Donc ça, on n'a pas perdu la main, mais je dis toujours, la cuisine, c'est comme le vélo. Une fois qu'on a bien appris, on sait ce qu'il faut faire. On va s'intéresser à vous maintenant, Philippe Chevrier. Votre parcours professionnel démarre à Genève en 1976, au restaurant Le Chaboté de l'hôtel Beau Rivage. Vous ressentez quoi lorsque vous arrivez sur place pour votre premier jour ? Écoutez, de l'excitation évidemment, puisque je connaissais déjà un petit peu le milieu des cuisines, puisque avant de commencer l'apprentissage, je l'étais à 13 et 14 ans, puisqu'on peut commencer qu'à 15 ans. À 13 et 14 ans, j'allais faire la plonge dans une assez grosse brigade à l'époque qui était l'hôtel Métropole. Donc je me faisais un petit peu d'argent de poche l'été pendant que j'étais au cycle d'orientation. Donc je connaissais déjà un petit peu l'ambiance, mais le fait évidemment de commencer sa vie professionnelle, on est excité, on est inquiet, évidemment. On se dit, est-ce qu'on sera à la hauteur ? Et puis, c'est le début d'une grande histoire, finalement. On compare souvent le monde de la cuisine à l'armée. Vous vous y retrouvez dans cette comparaison ? Alors, oui, puisqu'il y a de la rigueur. On parle de brigade, donc effectivement, on ne dit pas « oui, mon capitaine », mais « oui, chef ». Donc, il y a un peu une hiérarchie obligatoire. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une hiérarchie. On ne peut pas être trop... je dirais, dans un travail comme le nôtre, on doit vraiment être très organisé. On ne peut pas laisser quoi que ce soit au hasard. Donc, il y a vraiment cette hiérarchie qui existe, finalement. En 76, donc vous démarrez tout en bas. Vous faites quoi la première année ? Écoutez, je suis arrivé le premier jour dans la cuisine. Le chef m'a dit, écoute, avant de savoir salir les casseroles, il faut savoir les nettoyer. Donc, tu vas passer 3 mois à la plonge. Donc ça n'a pas été le plus drôle, je dirais, puisqu'il a fallu nettoyer 3 mois les casseroles. À l'époque, on avait encore des casseroles en cuivre, très lourdes. On les nettoyait avec du gros sel et du vinaigre. On avait les mains, évidemment, qui étaient un peu brûlées par tout ça. Mais enfin, bon, voilà, il n'y a rien eu de terrible, je veux dire. Bon, on travaillait beaucoup, évidemment, puisqu'à l'époque, on avait 1 jour de congé, 1 jour et demi. Mais du fait que le jour et demi commençait le soir, donc on faisait souvent le service du midi qui se prolongeait jusqu'à 5-6 heures l'après-midi. Donc on n'avait pratiquement pas la demi-journée. Donc voilà. Et après les cours, on devait retourner travailler, c'était une obligation. Donc on finissait l'école à 5 heures et le chef nous disait à 6 heures, vous devez être là. Il savait qu'on avait 1 heure entre la sortie des cours et l'arrivée
au restaurant, on avait 1 heure de temps. Donc c'était relativement une autre période. On avait 3 semaines de vacances, on gagnait 150 francs par mois. Bon, c'était autre chose. Vous vous êtes formé en Suisse, hein, presque intégralement. Vous êtes un pur produit suisse. Quelles sont les influences de la cuisine suisse? Française principalement? Alors j'ai travaillé aussi dans un très grand restaurant en France et en Allemagne, des 3 étoiles Michelin aussi. Et puis c'est vrai qu'en Suisse, la grande expérience a été quand même avec Monsieur Girardet, qui a été un petit peu si j'ose dire, le Paul Bocuse suisse. C'est lui qui a fait avancer la cuisine en Suisse. C'est lui qui a été le détonateur de toute une jeunesse, finalement, qui a travaillé chez lui, qui sont aussi devenus à leur tour des patrons. Et aujourd'hui encore, beaucoup de grands restaurants sont tenus par des gens qui ont travaillé chez Freddy Girardet. Vous, c'était en 1984, vous avez passé une année entière à l'hôtel de ville de Crécy à ses côtés. Au-delà des recettes, qu'est-ce qu'on apprend avec un homme comme lui? Écoutez, je pense que le 3 étoiles, comme je dis, c'est un peu, vous arrivez, vous avez fait du karting jusque-là, et vous arrivez avec un pilote de Formule 1. C'est un peu l'image, hein, mais je veux dire, c'est encore un autre monde. Le Chaboté était déjà un excellent restaurant, puisqu'on avait déjà 1 étoile à l'époque. Mais d'arriver dans un 3 étoiles, c'est évidemment un stade supérieur. C'est toute une organisation très différente, une brigade beaucoup plus grosse pour un nombre de couverts beaucoup plus petit. Donc on a vraiment une division des postes. C'est pas seulement un poste où on fait la viande en général, mais vous avez une personne qui fait que les volailles, une personne qui fait que la viande, une personne qui fait que la chasse. Donc il y a vraiment... on est dans l'esprit un peu horloger, où on va très loin dans le détail finalement. Votre souvenir le plus marquant au sein de cette brigade? Je crois que c'était lui-même, c'était la personnalité de Freddy Girardet qui crée une recette, je veux dire, avec trois produits, comme il le dit toujours. Une recette, ça doit avoir 3 produits maximum. Et il nous demande, il arrivait sur le poste en disant voilà, maintenant je vais faire quelque chose pour des clients particuliers, et il sortait toujours des choses incroyables. On était un petit peu, voilà, je pense que c'est comme un apprenti qui est devant un grand maître, quoi, dans n'importe quelle profession où on sent qu'il y a une créativité incroyable, sans limite. Fort de cette initiation, quelques années plus tard, vous devenez chef vous-même à votre tour, restaurant de Châteauvieux, donc en 87. Et puis 2 ans après, vous devenez le propriétaire de l'établissement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Écoutez, ça a été assez vite finalement. J'ai eu la chance donc de me faire engager comme chef. Je connaissais déjà cette maison que je trouvais magnifique. C'est vrai que le Châteauvieux est une maison merveilleuse. Et je la connaissais parce que j'habitais pas très loin en tant que gamin. Et puis je me souviens avoir été même manger quelques fois pour des fêtes de famille, donc dans ce restaurant. Et quand on m'a dit il cherche un chef là-bas, je me suis un peu précipité. J'ai dit tiens, je pourrais faire l'expérience dans cette maison. Et puis 2 ans après, effectivement, 2 ans après avoir été chef, on m'a proposé de racheter le fonds de commerce. Et c'est là que j'ai eu un petit peu évidemment la crainte du départ. Et puis j'ai une maman qui était fantastique et qui m'a dit: Philippe, t'es jeune, tu sais travailler, t'es travailleur, vas-y. Si t'as l'opportunité de le faire, vas-y. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir, parce que souvent, on est un petit peu dur avec les banques, mais moi je suis un pur produit des banques. Donc j'ai eu la chance d'avoir des banquiers tout au long de ma carrière qui m'ont fait aussi confiance et qui m'ont aidé financièrement à pouvoir reprendre, à pouvoir m'engager dans des restaurants. Mais d'abord, Châteauvieux, c'est un banquier qui m'a fait confiance. J'ai racheté, comme je dis, avec aucun fonds propre. Donc, ce qui serait impensable aujourd'hui, hein. C'était une époque un peu différente. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant lui, il m'a dit: qu'est-ce que vous avez comme fonds propres? J'ai dit: j'ai rien. À l'âge que j'ai une voiture en leasing, j'ai absolument rien. Et il m'a dit: on va voir. Et ils m'ont prêté cette somme. Donc, ça a été un départ incroyable. C'était... Voilà, en 15 jours, je suis passé d'employé
à patron, propriétaire. Ça a été fantastique. Ce passage de chef de cuisine à patron, vous avez découvert quoi? Qu'est-ce qu'un patron doit savoir qu'un chef de cuisine ne sait pas? La première leçon, c'est déjà de savoir s'entourer. Parce que vous savez, on parle de brigade, mais on parle de brigade ou d'armée avec une hiérarchie. Mais on parle aussi d'une équipe de football. Un entraîneur, un gardien de but, un capitaine, enfin des ailiers, des arrières, des attaquants. Mais dans nos métiers, c'est exactement la même chose. Donc j'ai tout de suite compris que tout seul, on ne fait rien et qu'il faut savoir s'entourer et trouver des gens qui sont même meilleurs que vous pour passablement de choses. Moi, j'ai quand même passablement de lacunes, surtout tout ce qui est bureau et tout ça. Donc, il faut savoir s'entourer, mettre les gens à la bonne place, avoir des gens qui connaissent le vin, qui savent les acheter, donc des sommeliers. Donc, c'est toute une équipe qu'on doit monter et avec laquelle on doit s'entourer finalement. Aujourd'hui, vous avez 5 restaurants qui sont arrivés au fil des ans. Vous vous défendez d'agir par stratégie, mais plus par opportunité. Racontez-nous. Je crois que c'est plus... vous savez, je dis toujours, comme vous le dites, je suis pas un businessman. Je le dis souvent parce que le businessman va être très calculateur. Il va dire, voilà, j'investis tant, je veux gagner tant. Moi, ça n'a jamais été le cas. Bien sûr, il faut calculer un petit peu, il faut savoir calculer évidemment, mais je suis plus un entrepreneur où je me dis, tiens, là, j'ai envie de le faire. C'est plus une envie, et puis de se dire, tiens, il y a un challenge, et puis on va de l'avant. Et puis si on calcule un peu les risques, ça marche. Et puis il faut reconnaître qu'à Genève, la Suisse romande, on a une clientèle extraordinaire. On a des gens qui sont extrêmement... qui sont très, très souvent là, qui vous suivent. Dès que vous ouvrez quelque chose, ils sont avec vous. Il y a une fidélité avec la clientèle qui est extraordinaire. Et c'est aussi ça qui a fait finalement mon succès ou le succès de mes restaurants. C'est que moi, j'ai des clients qui sont un jour à Châteauvieux. Enfin, je vais peut-être pas faire la liste, quoi que ça fait un peu de pub. Mais un jour à Châteauvieux, le lendemain chez Philippe, le troisième jour au Café des Négociants, et ainsi de suite. Donc, ils fréquentent beaucoup mes restaurants, peut-être aussi parce qu'il y a aussi cette... peut-être pour moi, évidemment, mais aussi par rapport à mes collaborateurs ou les gens qui travaillent pour moi. Parce que, comme je dis, je crois dans tous mes restaurants, j'ai des employés fantastiques et puis qui sont aussi tous dans les starting blocks en me disant mais quand c'est qu'on réattaque, quand c'est qu'on rouvre, je dis dès qu'on pourra évidemment, mais ça c'est aussi ça qui fait la force finalement. Vous avez même collaboré avec des collaborateurs sur l'ouverture de nouveaux restaurants? Oui, alors c'est vrai que je m'associe avec eux. C'est vrai que j'aime bien aussi qu'ils puissent avoir finalement au bout d'un certain temps des parts. Et plusieurs de mes restaurants ont aussi été repris, où j'ai mis en gérance avec d'anciens collaborateurs. Parce que, comme je dis souvent, voilà, moi j'aime bien lancer le restaurant. Puis après, il y a des gens qui sont dedans, qui doivent aussi savoir les faire tourner. Et puis ils savent que je suis là, ils savent qu'il y a le papy qui est un peu en appui. Et puis qui est toujours là pour donner un coup de main, pour les conseiller. Et puis en espérant que mes conseils serviront et seront bons. Aujourd'hui, Philippe Chevrier, c'est une marque en Suisse romande, à Genève, qui est portée par Châteauvieux, 2 étoiles au Michelin. Est-ce que la marque n'est pas finalement dépendante de la reconnaissance que l'on peut avoir dans des guides comme le Michelin, par exemple? Alors, effectivement, cette année 2001, c'est la 30e année où on a 2 étoiles. Donc, on est très fiers d'avoir cette régularité, parce que ça, c'est aussi la force d'un restaurant. C'est pas d'avoir des pics sans arrêt haut et bas. C'est vraiment cette régularité au fil des années que je dois aussi beaucoup... je leur dis, mais à mes collaborateurs, cette longévité sur 30 ans, c'est quand même extraordinaire. Et... voilà, je m'emporte, mais c'était déjà quoi. Si on parle de 2 étoiles, ouais, quels sont les critères au guide Michelin pour avoir 2 étoiles? Effectivement, les guides sont importants. Enfin, moi, je n'ai jamais vraiment travaillé pour les guides. J'ai travaillé pour chaque client qui rentre dans le restaurant. Donc, si vous voulez, j'ai aucune pression. J'ai jamais eu vraiment de pression en me disant « Ouh là là, est-ce qu'il y a un guide qui va venir ?» J'ai toujours voulu faire plaisir à
tous les clients qui sont rentrés dans Châteauvieux ou dans mes autres bistrots. Et je crois qu'en travaillant comme ça, eh ben, c'est la meilleure façon de garder ses notes, c'est d'essayer de donner le meilleur. De toute manière, je dis toujours, le premier à savoir qui va perdre son étoile ou son point au Gomillot, je pense que c'est le patron lui-même. Parce que on ne peut pas mieux ressentir son établissement. On sait au jour le jour, ben là on a été bon, là on a été un peu moins bon, qu'est-ce qu'il faut rectifier? Et c'est ça qui fait qu'on tient sur la distance, c'est de jamais se laisser aller, toujours avoir la même envie, parce que finalement on a un métier, comme je dis toujours, on me pose la question, évidemment, à 60 ans, on me dit, mais dans 5 ans t'arrêtes? Je dis non, moi je suis comme un peintre. Est-ce qu'un peintre parce qu'il arrive à 65 ans, va arrêter de faire des tableaux? Non, il aime ce qu'il fait, c'est un amoureux de son art. Et je pense que le cuisinier, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'attends pas du tout 65 ans quand je vois des cuisiniers comme Paul Bocuse, qu'on a adulé, qui était un type extraordinaire. Ben voilà, c'est des gens qui ont travaillé jusqu'à leur mort, quasiment. Et qui ont eu du plaisir. Alors, peut-être différemment, évidemment, parce qu'il y a aussi le physique, à un moment donné, qui rentre en ligne de compte. On peut peut-être plus travailler 15, 16 ou 17 heures par jour, comme on l'a fait dans le lancement de Châteauvieux. Mais c'est clair qu'on peut s'adapter des horaires peut-être un peu plus souples, et puis durer encore des années. Parce que finalement, c'est un métier qui vous donne tellement. Vous rencontrez tellement de gens, des gens intéressants, des gens sympathiques. D'arrêter ça, finalement, on se retrouve seul et là, on va vieillir très vite. Et puis, la deuxième chose, c'est comme on parlait, j'ai commencé à Châteauvieux, j'avais 25 ans, j'étais un des plus jeunes de la maison. Aujourd'hui, je suis le plus ancien. Mais je dis, de travailler comme là, comme je vous ai dit en arrivant, avec des jeunes, vous restez jeune. C'est ça aussi qui est extraordinaire. On dit souvent que la force de la cuisine, c'est sa capacité à nous ramener en enfance. Vous avez des souvenirs d'enfance très forts autour du fourneau? Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, je dis toujours, on a un métier où on a un peu deux apprentissages. Moi, l'apprentissage du goût, du palais, je l'ai fait à la maison avec une maman, une grand-mère, une tante qui étaient des cuisinières hors pair. Et c'est elles qui nous ont donné le goût des belles et bonnes choses. Finalement, ça a été mon premier apprentissage jusqu'à que je commence à 15 ans. Et là, où j'apprenne le geste, la technique, vraiment de la cuisine. Mais le bon goût et le goût des produits, finalement, c'est dans l'enfance qu'on l'a. Donc c'est ce que j'essaye aujourd'hui avec mon fils Léonard qui a 6 ans, de lui transmettre ça, de lui dire voilà, ça c'est bon, goûte. Et j'ai des souvenirs émus évidemment des repas de Noël interminables, des repas à Pâques le dimanche, où souvent... je le dis souvent, mais ma maman disait, écoute, on mange bien toute l'année, s'il reste un peu d'argent, on partira en vacances. Parce qu'à l'époque, on partait peu en vacances ou pas du tout. Et finalement, on mangeait tellement bien qu'on n'est jamais parti en vacances. Parce que c'était un peu c'est des personnes qui ont connu la restriction, la guerre, la vraie. Donc, manger, la table, c'était le plus important finalement. C'était une chose... vraiment importante pour la famille, cette rencontre autour de la table. C'était encore l'époque où les papas, la maman souvent restait à la maison, s'occupait du ménage, s'occupait de la maison, s'occupait de faire le repas, et le papa rentrait encore à midi, 2 heures de temps, après retourner au travail. Donc c'était une autre époque, hein. C'est une époque aujourd'hui qu'on ne connaît plus. Donc il y a ces produits, on mange extrêmement bien, des produits de la mer déjà à l'époque, dans les années 60, c'était assez difficile. On n'avait pas cette chaîne de froid qu'on a aujourd'hui, mais on mangeait extrêmement bien. Est-ce que c'est pas la première chose que fait le chef, revisiter ses madeleines de Proust quand il arrive en cuisine? Oui, alors quelquefois j'ai refait des recettes ou que j'ai interprétées pour le restaurant, parce que souvent une cuisine de ménagère et une cuisine de restaurant, le goût est là, mais peut-être c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait peut-être pas forcément servir tel quel dans un restaurant. Donc j'ai revisité plusieurs fois des plats, évidemment.
Les émissions culinaires aujourd'hui, elles s'invitent dans nos salons, elles ont la cote, hein, notamment la saison 12 de Top Chef qui a commencé la semaine dernière. Ça tourne beaucoup autour de la compétition dans ce genre d'émission. Est-ce que cet aspect compète, on le retrouve aussi entre les chefs hors des plateaux télé ? Non, je pense, vous savez, on parlait de peintre tout à l'heure, je pense que pour moi, il n'y a pas vraiment une compétition. Comme je dis, le peintre met ses tripes sur la toile, nous on met nos tripes dans l'assiette, c'est imagé, mais c'est un peu ça. Donc chacun interprète à sa façon la cuisine. Pour ma part, enfin, il n'y a pas de compétition par rapport à des collègues. Ces émissions, ce que je trouve fantastique, c'est peut-être les lettres de noblesse que ça a donné à notre métier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 50 ans, la cuisine était au 3e sous-sol dans les restaurants, que souvent le patron du restaurant n'était pas cuisinier, mais il était souvent maître d'hôtel ou directeur de salle. Donc le cuisinier, finalement, était pas valorisé. Et puis, on a commencé avec des chefs comme Paul Bocuse, comme je disais tout à l'heure. On a mis la cuisine au même niveau que le restaurant, parce qu'on a compris que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus... on arrivait à mieux soigner finalement l'assiette, elle perdait pas de température, enfin c'était beaucoup plus simple. Donc on a mis le restaurant au même niveau que la cuisine au même niveau que le restaurant. Et puis, donc aujourd'hui, c'est vrai que ces émissions donnent une bonne image des chefs. Mais comme je dis, c'est une émission qui dure 1 heure. Nous, en 1 heure, on n'a pas fait le 15e de la journée. Donc, il y a un peu, il y a plein de jeunes qui voient Top Chef, qui se disent « Ah, ça doit être un métier merveilleux », mais qui déchantent vite quand ils voient le travail qu'il y a derrière. Quand il faut laver les casseroles en cuivre au gros sel, notamment. Voilà. Philippe Chevrier, je vous propose de jouer au 5 sur 5. Je vais vous donner 5 mots. À vous de me dire ce que ça vous évoque. Tout d'abord, gastronomie. Ben, la belle table, évidemment la cuisine au top finalement. À partir de quel moment on passe de la cuisine à la gastronomie ? Je pense quand on veut vraiment essayer d'aller dans le plus loin possible dans le détail. Il y a un moment, moi j'ai des bistrots, j'adore, hein, j'ai des bistrots où on mange très très bien, mais on ne fait pas de la gastronomie. La gastronomie, c'est quand tout est rassemblé finalement. Ça fait partie aussi d'un art de table, de ce qu'on va mettre comme mise en place sur la table, d'un service, d'un suivi avec un sommelier pour les vins, et puis évidemment d'une suite de plats avec des amuse-bouches, avec enfin tout un rituel finalement. Et pour moi, ça c'est peut-être la gastronomie. Autorité, il en faut ? Oui, alors il faut un peu d'autorité, mais je pense que on peut être autoritaire, mais on doit être surtout juste. C'est surtout ça. On peut être dur, mais on doit être juste. Ça, c'est la base. Voyage ? Alors fantastique, toujours. Ça, c'est quelque chose qu'on adore, évidemment. Je pense que souvent, quand je discute avec des collègues, c'est vrai que le voyage, c'est souvent pour aller découvrir des produits, des cuisines. Donc, le voyage fait partie, évidemment, de notre profession, puisqu'on peut aussi voyager en mangeant un plat. C'est clair que quand on a des produits un peu, je veux dire, exotiques, on peut dire exotiques, ou qui viennent de loin, on voyage à quelque part. Est-ce que l'immensité de la diversité culinaire ne fait pas presque un peu peur ? Non, c'est ce qui est extraordinaire, parce que je pense qu'avant, on parlait d'une cuisine vraiment peut-être de pays ou de région qui existe toujours, et heureusement, il faut garder ça. Mais je pense que quand on parle de grands chefs, souvent, c'est cette idée d'aller par exemple, typiquement, dans les années 80, Joël Robuchon, par exemple, est parti au Japon. Il a ramené ses ateliers, cette façon très différente. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on trouve chez nous, mais où on mange sur un comptoir, comme on le fait souvent au Japon. Plus de nappes,
Il y a évidemment des... et puis, la cuisine japonaise, évidemment, où on travaille des poissons crus avec une rigueur sur la fraîcheur qu'on avait peut-être moins il y a quelques dizaines d'années, où on n'arrivait pas simplement à avoir ces poissons aussi frais, enfin ces produits aussi exceptionnels. Donc il y a effectivement, dans toutes les cuisines, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre, dans les goûts, dans les saveurs, dans la façon de pratiquer aussi, dans la façon de cuire, dans la façon d'assaisonner. La clientèle, on en a parlé, elle est fidèle. Genève aussi, on va dans quelques instants, s'intéresser à votre gris-gris, quelque chose qui vous inspire. Avant ça, on retrouve Elliot. Philippe Chevrier, on vous dit pas businessman, mais en septembre 2020, vous avez ouvert un énième restaurant. Donc, est-ce un choix courageux, réfléchi, ou un choix suicidaire ? Suicidaire pas, puisque quand ça va repartir, je pense que c'est quelque chose qui va très bien fonctionner. L'endroit est superbe, le concept est excellent. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas pensé, évidemment, qu'il allait arriver tout ça, puisque ça a été un projet quand même qui a pris quelques mois. Donc, en commençant le projet, on ne savait pas qu'il allait avoir tous ces problèmes de Covid. Donc, et puis après, une fois qu'on a commencé, on a dû aller jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il y a... mais moi, j'aime bien le challenge, donc je n'ai pas baissé les bras. On a ouvert le 14 septembre, on a refermé, je crois, le 1er novembre. On a rouvert le 13 décembre, donc on a quasiment ouvert moins que 2 mois, en 6 mois. Donc évidemment, là, les aides, il n'y en aura pas, puisque il faut être ouvert depuis avant le 1er mars 2020. Donc c'est clair qu'on n'aura aucune aide par rapport à ce restaurant. Ce qui est un petit peu dommage, puisqu'on a eu le courage et la volonté de créer quand même 25 emplois. Parce que je dis toujours, faut voir les restaurants, mais il faut aussi voir les emplois qu'on crée, les familles qu'on fait vivre et ainsi de suite. Donc, j'espère peut-être qu'il y aura quelque chose pour tous ceux qui ont eu le courage d'ouvrir entre le 1er mars finalement et puis la fin de l'année. Donc aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir ouvert ou pas ce restaurant ? Non, pas du tout. Il ne faut jamais vivre de regrets. Il faut trouver des solutions. Et ça, c'est le propre d'un chef d'entreprise. Je pense qu'il doit toujours trouver des solutions. C'est ce qui fait qu'on dort souvent peu et des fois qu'on n'arrive même pas à dormir, parce que c'est-à-dire qu'on doit pas baisser les bras. On est des locomotives. Une locomotive qui s'arrête, les wagons s'arrêtent aussi. Donc, on ne peut pas rester en gare. Il faut aller de l'avant. Il faut trouver un moyen de... mais on va s'en sortir. J'en suis persuadé. On n'est pas... C'est pas une guerre mondiale non plus. C'est clair que comme je dis, c'est terrible, mais si on compare, si on donne des chiffres, il y a 7,5 millions de gens qui meurent de faim sur la planète. On ne fait pas tant d'histoire pour ça. Donc, il arrive un moment donné, il faut trouver aussi le juste milieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez blâmer ou pas le manque d'accompagnement qui existe donc dans le milieu de la restauration, que ce soit au niveau cantonal ou bien même de la Confédération ? Oui, parce que je pense qu'il faut Bon, d'une part, ce qui est très injuste, c'est cette façon de nous fermer en 24 heures. Ça, c'est déplorable. Et je dis toujours que ça frôle l'amateurisme. Et c'est déplorable. Et je pense qu'il ferait mieux de demander l'avis de vrais professionnels avant de le faire. C'est-à-dire, voilà, de nous convoquer, on serait les premiers à aller trouver nos autorités et de nous convoquer, nous dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que finalement, de dire on va fermer à 9h, à 10h, à 11h, ça n'a aucun sens. De nous dire qu'on doit fermer et que les magasins restent ouverts, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que la traçabilité dans un restaurant, elle est beaucoup plus facile. Ça n'empêche pas les gens actuellement de faire des repas de 10, 15, 20 personnes chez eux, où on sait qu'il y a beaucoup plus de risques d'être infectés par le Covid dans la sphère familiale ou la sphère des amis. Donc, au moins au restaurant, on trace les gens, on respecte, on a investi. Pour ma part, j'ai investi 60 000 francs dans mes restaurants pour des
des séparations en plexi. Je veux dire, tout d'un coup, à Genève, on nous a dit, ouais, on va plus autoriser le plexi. Non, mais on marche sur la tête. Et je dis encore une fois, c'est aberrant d'entendre ça de gens qui ont aucune idée de nos métiers. Et encore une fois, c'est ce qu'il faudrait peut-être faire dans cette prochaine réouverture. J'espère qu'on nous laissera ouvrir en même temps que tout le monde. Sinon, ça risque d'être problématique parce que les gens vont se révolter. Parce qu'il en va aussi de leur santé morale, mentale. Il en va aussi de leur famille. Le côté économique, je veux dire, est important. Il y a 5 millions de morts par année sur la planète à cause des gens, pour les gens qui ne font pas d'exercice et qui meurent par manque d'exercice. Donc il y a 5 millions, mais on n'en parle pas. Ça veut dire une personne qui meurt toutes les 10 secondes. Donc c'est bien plus violent que le Covid. En espérant donc que les autorités entendront votre message. Et pour ma part, je vous remercie en tout cas, Philippe Chevrier. Merci. La tradition, pour terminer, le gris-gris. Vous avez apporté un objet qui vous inspire. Deux objets. On ne les voit pas là sur la table. J'ai vu passer une carte avant, mais je n'ai pas pu voir ce que c'était. Alors, le premier, c'est une carte Pokémon que mon fils de 6 ans, Léonard, m'a donnée. Et je lui ai dit, écoute, si tu me la donnes, alors je la mettrai dans mon porte-monnaie. Je l'aurai toujours sur moi. Donc ça, c'est... C'est quel Pokémon pour la petite histoire? Le Twickay. C'est ça. Il est très sympathique d'ailleurs, il a une bonne bouille. Donc chaque fois que j'ouvre mon porte-monnaie, j'ai la carte et ça me fait penser évidemment à mon fils. Et puis je suis pas du tout bijoux et bracelet, mais j'ai un petit gris-gris, j'ai un petit bracelet que Stéphanie, mon épouse, m'a ramené de Capri. Alors voilà, ces deux gris-gris, si on ose dire, sont toujours avec moi. Merci beaucoup Philippe Chevrier. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Rejoint sur ce plateau aujourd'hui. À tout bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour rencontrer de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.